Bien, on va donc parler maintenant de transport de marchandises. Alors, il y a des présentations stand-up et après, il y a la table ronde, c'est ça? Voilà. Les gens peuvent s'asseoir, effectivement. Et alors, d'abord, pour vous donner le thème, enfin, vous devez l'avoir en principe, et je le répète, transport de marchandises, comment favoriser dans les territoires le déplacement de transport plus propre, plus partagé, plus connecté. Et pour répondre à ces vastes questions, donc nous avons 4 intervenants. Alors, un qui fait une présentation directement, c'est vous, monsieur Léandri? C'est moi. Voilà. Donc, c'est vous qui venez ici? C'est ça? Eh bien, je vous en prie, venez avec moi. Voilà. Donc, monsieur Leonardi, il est enseignant à l'Université de Westminster et il va nous présenter quelques initiatives dans le domaine du transport urbain. C'est ça. Et je vais vous demander d'abord de vous présenter vous-même pour que les gens sachent à qui ils ont affaire. Et puis ensuite, donc, vous nous parlez de ce développement-là. Et puis, on reprendra ensuite. Voilà. Allez-y, c'est à vous. Good afternoon. Bonjour. Merci pour l'invitation et bonjour. Merci les amis de La Rochelle avec qui j'ai l'habitude de travailler donc depuis 10 ans puisque je suis chercheur à l'université de Westminster et j'enseigne aussi à La Rochelle. Ma spécialité est donc de développer des solutions, de les tester avec différents partenaires industriels et collectivités locales dans toute l'Europe, et récemment j'ai été aussi invité en Chine, et donc de présenter les solutions, d'essayer de les vendre, et d'essayer de faire en sorte que ces solutions soient appliquées. Donc quelles politiques et stratégies de la logistique urbaine peuvent être mises en place et peuvent être développées? C'est un peu une présentation très courte, hein. D'habitude je fais un cours de 1 an de master. Pour faire court, là, ça va faire quelques slides, ça va faire un peu juste. Donc, je m'excuse. Mais bon, on part toujours du principe qu'on va apprendre les choses à partir de bons exemples, de choses qui ont bien marché. Donc, je vais vous présenter que les choses dont je suis personnellement convaincu et certain qu'elles ont bien marché ou qu'elles peuvent être appliquées soit à La Rochelle, soit dans la région. Et La Rochelle, évidemment, est aussi très intéressante parce qu'elle a participé à ces projets de recherche européens. Et avec Nicolas, donc j'ai eu déjà beaucoup d'expérience et la réputation va très au-delà de la région. Et c'est un rôle fondamental, à mon avis, qui va bien au-delà de ce que vos modestes prétentions. À mon avis, vous êtes beaucoup plus important que ce que vous dites, parce que vous êtes vraiment connu dans toute l'Europe. Et donc, on a une dimension de technologie, d'infrastructure, de compréhension des marchés. On a besoin non seulement de comprendre ce qui va changer chez nous-mêmes, mais aussi comment le marché va changer, puisqu'on a affaire à des acteurs de l'économie privée, et ce sont eux qui vont décider comment ils vont adapter leurs investissements et leurs nouvelles technologies, et comment vont se mettre en place des changements de contrats. C'est très difficile de changer les contrats, puisque la logistique est un monde très, très conservateur. On ne va pas changer une équipe qui gagne et qui va nous permettre de continuer à faire des affaires et faire des bénéfices. Et on ne va pas essayer de changer les contrats si facilement que ça. Donc c'est très difficile de modifier le marché de manière à faire intégrer des comportements plus durables. Mais la formation des chauffeurs, par exemple, ça marche. Un changement d'électricité à base d'énergie renouvelable, utiliser des nouveaux carburants. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de changer la réglementation, et de changer ces réglementations, d'aider au changement des réglementations de façon à ce que l'intervention gouvernementale soit un succès. Ça passe par la planification, par des consultations et par tout ce qui est aire de livraison, des standards, des règles d'accès qui sont mises en place de manière communautaire. C'est-à-dire on travaille en réseau, on travaille en échange. Donc j'espère que les étudiants savent faire. J'espère qu'on vous apprend à travailler avec les autres, à vous faire des amis et à discuter aussi en dehors du travail de qui vous êtes et de ce que vous pouvez apporter, parce que c'est, je pense, absolument essentiel de travailler en réseau sur toutes ces questions. Moi, j'ai beaucoup d'exemples là, je n'arriverai pas à venir à bout de tous ces centres de consolidation, ces modèles d'entreprises électriques.
cette nouvelle zone de ultra low emissions à Londres s'est mise en place de réglementation urbaine. Tout un tas d'illustrations de mes activités. Je suis très transparent. Vous pouvez me joindre sur LinkedIn ou sur Twitter et regarder tous les exemples dont je vais vous parler plus en détail sur Internet. Ce sont des exemples donc de choses qui existent depuis fort longtemps. Ici, on a à La Rochelle, on a le C10. À Padova, on a le City Porto. City Porto existe encore maintenant, est un modèle de développement où on a permis l'accès au centre-ville, aux véhicules propres, à une entreprise après les horaires de fermeture de la zone piétonne pour tous les autres. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent des véhicules propres. On permet donc l'accès au centre-ville à une certaine catégorie. Donc on voit bien que la législation fait changer le marché, peut intervenir de manière positive sur les pratiques de développement durable d'un secteur qui apparemment ne fait pas partie des habitués aux négociations politiques. Et on a une baisse durable du trafic en centre-ville et des émissions. C'est donc un résultat qui a été aussi démontré par les observations en comparant la situation avant et après l'intervention politique. Quelque chose de très rare. On n'a pas assez l'habitude de se faire contrôler les décisions politiques par des chercheurs ou par des consultants qui viennent vérifier si vous avez bien travaillé. Donc je vous conseille de travailler aussi avec les chercheurs et d'approuver les résultats et les bénéfices des résultats, y compris sur la productivité et sur la profitabilité des tests. Et un autre exemple de modèle de business qui marche très bien, c'est celui qui s'appelle Binnenstad Service, qui est à l'initiative des commerçants. Les commerçants du centre-ville en ont marre de se faire livrer par 10 000 camions et ils veulent se faire livrer que par un seul camion. C'est ce qui se passe dans ceux qui sont associés à ce système qui a été mis en place aux Pays-Bas, qui n'existe malheureusement pas encore en France, ou alors à très petite échelle. Mais ici, on a un véritable système qui se retrouve de ville en ville et qui est en expansion grâce à l'organisation tout à fait judicieuse d'une association de commerçants qui fait un appel d'offres et qui donne du travail à un transporteur qui, lui seul, est autorisé par la municipalité à venir accéder au centre-ville à certaines horaires qui ne sont pas accessibles aux autres. Donc, il y a un effet de réduction du trafic en centre-ville qui est bénéficiaire pour tout le monde. Et le principe est toujours le même, c'est le principe de la mutualisation des ressources logistiques. Quelque chose qui ne marche pas si on laisse faire le marché. On a besoin d'intervenir dans le marché pour que ça se fasse. Et donc le pouvoir public a aussi un rôle d'inciter à des actions volontaires qui ne coûtent rien au pouvoir public, qui ne sont sans aucune dépense. Il s'agit simplement que d'une action d'incitation et de partenariat, ou d'aide au partenariat. Ce qu'on a très rarement, c'est l'accès aux comptes qui ne peuvent être mis en place que lorsqu'on accorde une subvention, comme dans le programme Civitas, et qu'on donne l'ordre de mettre les comptes en public. Et c'est la seule entreprise, dans toutes les recherches que j'ai faites, qui a accepté qu'on produise des chiffres d'exploitation logistique sur des résultats et de bilan financier. Et ce qu'on voit, c'est qu'il est juste en vendant le produit de la logistique, on n'arrive pas à faire des affaires puisqu'ils reçoivent 1 € par parcelle, par paquet pour faire de la logistique urbaine durable en vélo. Et donc, ils étaient obligés d'utiliser des autres sources de revenus, de publicité et d'autres activités supplémentaires comme du stockage pour pouvoir obtenir cette rentabilité. Et ils ont intégré aussi les subventions du programme Civitas qui, si on regarde bien, sont à peu près les mêmes que les résultats financiers positifs qu'on voit à la fin. Donc, ce n'est pas encore tout à fait au point. On a un gros problème dû à la compétitivité extrême et le danger permanent de la faillite des petites entreprises logistiques et surtout des entreprises innovantes. Donc, je pense qu'on a besoin de l'aide de l'État ou d'une certaine façon de support financier pour démarrer des nouvelles expérimentations. Et j'approuve absolument l'approche qui consiste à financer partiellement au moins les dépenses supplémentaires. Une chose qui est très très importante dans les infrastructures et la planification, ce sont les zones environnementales ou les zones propres.
ou à faible émission. J'aime beaucoup La Rochelle parce que maintenant c'est piéton et c'est cyclable. Et il y a une très belle organisation des livraisons sur des aires de livraison qui ne sont pas pleines de véhicules qui sont garés. Je vous serais reconnaissant de me dire quand je dois terminer. 1 minute, d'accord. Et alors, la grande nouveauté maintenant en Europe, c'est que de partout, on essaye de faire des plans de mobilité durable dans chaque ville ou dans chaque région qui inclut un plan de logistique durable. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile, pourquoi? Parce que dans la plupart des régions, la plupart des villes, on part de zéro. On n'a pas du tout de mobilité logistique durable. La mobilité logistique, elle est 99% en diesel et 1% maximum en électrique ou autre chose que du diesel. Donc on a beaucoup de mal à faire démarrer les premiers pilotes et ensuite à continuer avec des solutions qui ont marché au niveau du pilotage. Et tirer les leçons des pilotes et les agrandir, c'est là où on est en ce moment. On n'arrive toujours pas à agrandir des pilotes qui sont positifs. Donc c'est très difficile, mais bon, un plan de développement de logistique durable doit intégrer et préparer les entreprises et les acteurs à essayer d'intégrer ceci dans les politiques plus larges. Je vous remercie et je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont si aidé et qui continuent à m'aider, grâce auxquelles cette présentation n'aurait pas pu avoir lieu. Revenez par là. Merci beaucoup. Je crois que vous avez mis l'accent sur un certain nombre de points très importants en ce qui concerne le transport de marchandises, parce que le transport de passagers, c'est encore différent. C'est qu'effectivement, il y a un frein très important en matière logistique, parce que quand on innove en logistique, on le fait pour le compte d'acheteurs ou de vendeurs. Et les acheteurs ou les vendeurs, leur premier problème, ce n'est pas la logistique, c'est de servir leurs clients. Et à partir du moment où ils ont une solution qui sert le client, et contrairement à ce qu'on entend souvent, on dit « ouais, les gars, en logistique, ils sont toujours à rechercher le moins cher ». C'est pas vrai. On cherche le meilleur service à un niveau de prix qui est fixé. Et donc, c'est vrai qu'en logistique, moi je suis logisticien et j'ai travaillé pendant 18 ans dans les sociétés de la famille Mullier, on est au service de l'achat, on est au service du vendeur. Et donc, ce que nous devons faire, nous, c'est répondre à leurs besoins, pas nos besoins à nous. Et nous, on peut arriver avec des solutions super, dire, ouais, ça y est, on va faire les bateaux avec les voiles, les camions à pédales et tout ça, bon, très bien. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça arrive au moment où le client en a besoin, quand il en a besoin, quand il a marqué son tract. Et là, ça devient plus compliqué. Et sur la partie, effectivement, des tests, parce que Dieu sait, il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits, hein, là, vous citez quelques-uns. Moi, j'en connais d'autres, évidemment, plus sur la France, en particulier sur Paris. Aujourd'hui, ils sont tous arrêtés. Ils sont tous arrêtés. Parce que il y a ce problème économique qui se pose, ce problème économique et ce problème d'acceptabilité sociale. Par exemple, les vendeurs de voitures parisiens se sont dit un jour, plutôt que de faire venir des camions avec des voitures neuves dans tout Paris pour les poser dans des petits magasins dans Paris, on va faire des livraisons sur les bords de Seine. Parfait. Bon, sauf que les bords de Seine, ils ne sont pas réservés aux vendeurs de voitures. Et que donc, la mairie de Paris a dit, oui, moi je veux bien qu'on mette des voitures, mais il faudra les retirer tous les soirs. Vous voyez un peu. Donc le gars qui dit, je viens chercher ma voiture aujourd'hui, on lui amène sa voiture en bord de Seine, finalement il n'a pas pu venir parce que je ne sais pas quoi, il a eu autre chose, bon très bien, il viendra le lendemain, il faut ramener la voiture et revenir avec la voiture. Et donc, ces éléments-là ont fait que ce projet s'est arrêté. Donc il y a beaucoup de projets qui s'arrêtent parce que, économiquement parlant, on n'arrive pas à faire fonctionner des systèmes. Regardez encore une fois sur Paris, ceux qui y vont, la prochaine fois que vous allez au pied de la Tour Eiffel, vous verrez là, il y a un quai avec des points de déchargement pour Franprix, mais c'est un seul quai et le quai doit être vide tous les soirs. Et en logistique, on ne sait pas bien travailler comme ça. Donc c'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup d'essais qui sont faits, qui sont très intéressants, mais qui restent dans les limbes, parce qu'on n'est pas toujours en phase avec nos clients, nous logisticiens, qui sont les acheteurs, les vendeurs et les clients chargeurs. Voilà. Bref, on va passer maintenant justement à une deuxième présentation de M. Maléné, qui va nous parler des enjeux de la logistique urbaine. Donc on reste dans ce milieu. C'est un milieu intéressant parce que c'est le milieu le plus, on va dire, à mon avis, où il y a actuellement le plus d'idées innovantes.
On verra pour les bateaux et pour les camions, il y en a aussi. Mais dans le milieu de la logistique urbaine, compte tenu du développement des ventes par Internet, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup d'idées. Et maintenant, il faut que ça marche. Alors je vous laisse nous expliquer comment ça va marcher. Si j'avais la solution, je serais déjà riche. C'est sûr. Ouais, c'est moi. Sur les enjeux de la logistique urbaine, avec la logistique urbaine vue vraiment dans un référentiel durable, parce que se posent différents problèmes. C'est vrai qu'il y a le problème écologique, environnemental, on va y revenir rapidement, puis sanitaire. On a parlé des morts prématurées dues à la pollution. C'est vrai qu'il y a un vrai impact aussi économique. On considère la logistique urbaine comme responsable à peu près d'un tiers du coût dans la chaîne de transport sur un produit. C'est-à-dire finalement, ça va vous revenir aussi cher de transporter un produit de Chine, par exemple, jusqu'au port du Havre. Et puis après, vous allez dépenser la même somme d'argent pour faire venir du Havre jusqu'à La Rochelle. Et puis après, vous mettrez la même somme d'argent, encore une fois, pour que le produit vous soit distribué directement. Donc ça, c'est juste des problématiques d'échelle, mais ça montre bien que les opérateurs ont cette problématique économique. Il y a une vraie problématique sociale aussi, parce que les conditions de travail dans la logistique urbaine ne sont pas forcément simples. Quand vous avez les personnes qui sont en charge de la distribution, par exemple, des points presse et qui attaquent le travail à 2 h du matin pour le terminer à 6 h, sans forcément respecter les codes de la route, etc. On a suivi quelques tournées. On voit que socialement, c'est pas vraiment rassurant, même s'il y a de beaux progrès faits dans le domaine. On considère aujourd'hui qu'il y a à peu près 43% de temps plein dans la logistique urbaine, alors qu'il n'y en avait que 23% il y a 3 ans. Donc ça veut dire que la fonction est en train de se professionnaliser. Au niveau de l'impact écologique, il y a quelques chiffres qui ont été ressortis récemment dans le cadre d'un appel d'offres national au niveau de différents territoires et pour lesquels La Rochelle s'est positionnée. On retrouve justement les émetteurs là, de gaz à effet de serre en équivalent CO2 sur le territoire, et on y retrouve le transport de marchandises, le déplacement à hauteur de 17%, le transport de marchandises à hauteur de 28%, même si on considère que la marchandise par le routier ne représente qu'un tiers de ces émissions-là, elle représente quelque chose d'assez important. Il y a à peu près un quart, un cinquième des véhicules qui roulent dans une ville qui sont associés au transport de marchandises en ville. Donc ça veut dire qu'en termes d'emplacement et associé à la congestion, c'est déjà un petit peu important. Mais ces mêmes véhicules émettent à peu près la moitié des gaz à effet de serre sur les véhicules qui circulent en ville. Donc ça veut dire que finalement ce sont des véhicules beaucoup plus polluants que les véhicules individuels, véhicules dits légers. Comment est-ce qu'on envisage de progresser dans ces domaines-là? Alors, il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites sur la mutation énergétique des véhicules. On parle bien entendu du véhicule GNV. Aujourd'hui, quand on veut remplacer des flottes de camions et des gros porteurs, pour l'électrique, on n'est pas encore tout à fait au point. On arrive pourtant à avoir des porteurs qui font à peu près 9 tonnes sur l'électrique, avec des autonomies de 120, 140 km, donc ce qui est largement suffisant pour assurer les tournées en centre-ville. Le problème, bien souvent, c'est que quand on parle d'un territoire, on parle aussi d'un territoire qui est en train de s'étaler. La CDA de La Rochelle en est un exemple. On a le centre-ville et puis après, il y a toutes les communes qui sont rattachées à ce territoire et qu'il faut aller chercher jusqu'à 20 km. Donc l'étalement urbain, ça ne favorise pas aussi l'organisation des tournées. Mais par contre, le GNV, voilà, lui, il est venu supplanter et il peut venir supplanter les véhicules diesel classiques. C'est vrai qu'il y a un vrai renouveau du triporteur électrique aussi. Alors on en voit de différentes formes. Il y a pas mal de travaux qui sont faits autour de ces véhicules. Et là aussi, on est sur un métier qui est en train de se professionnaliser parce que quand on a commencé à travailler il y a 8 ans avec Renault sur des véhicules, des petits véhicules de transport de marchandises, en l'occurrence en reprenant un petit véhicule électrique qu'ils avaient lancé quelques années auparavant, le Twizy, c'était à la demande d'un opérateur logistique, La Petite Reine, qui
dont les livreurs se plaignaient de la façon dont ils devaient réaliser leurs fonctions avec des triporteurs et livrer en centre-ville avec un triporteur, c'est très traumatisant pour le livreur, bien entendu, parce que son image associée au vélo n'est pas forcément très valorisée, avec les intempéries, etc. Mais c'est surtout traumatisant pour le triporteur lui-même. Il y a beaucoup de casses, les chaînes qui cassent, les châssis qui cassent quand on monte, quand on descend les trottoirs, etc. Et les fabricants de triporteurs associés à la marchandise, il n'y en a pas des dizaines. Donc quand ça casse, ça veut dire que vous n'avez pas... il vous faut beaucoup de temps pour réparer, et comme disait François Soulet tout à l'heure, l'important pour le logisticien, c'est de livrer. Voilà, utilisation de vélos avec des remorques automotrices, du scooter électrique, bref. Tout ça, ça peut venir s'intégrer dans une réflexion plus globale, on appelle ça l'Internet du physique. Donc ça, c'est juste le support, les véhicules de transport. Mais aujourd'hui, la question qui se pose dans la logistique, c'est comment est-ce qu'on fait le parallèle entre l'Internet numérique qu'on connaît, avec les expéditions et l'utilisation de serveurs multiples pour envoyer un message d'un point A à un point B. Aujourd'hui, on fait le parallèle et on y réfléchit au niveau de la logistique et des produits qu'on va envoyer. Comment est-ce qu'on peut envoyer un produit d'un point A à un point B en partageant les hubs, les plateformes logistiques, dont les 10 serveurs. Et là, ça va permettre, pourquoi pas, d'amener une vraie collaboration entre les opérateurs, mais ça veut dire de la refacturation, ça veut dire vraiment associer les gens, un DHL qui travaille avec un UPS, qui travaille avec la Poste, pourquoi pas. C'est pas simple. Mais en tout cas, d'un point de vue concept, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et à l'école, on y travaille, de la même façon qu'on va travailler sur ces petits véhicules et sur la poursuite de leurs usages. Comment est-ce qu'on peut intégrer ces petits véhicules, donc la Twizy avec une remorque détachable par exemple, dans le cadre d'une économie circulaire, dans le cadre du remplacement de véhicules triporteurs. Alors certains n'y voient pas l'intérêt, on se dit ouais mais un véhicule qui transporte 9 tonnes, combien est-ce que vous allez mettre de Twizy en route, sur la route pour arriver à le remplacer, et surtout quelle taille de chaussée il va occuper, beaucoup plus sans aucun doute, sauf si on considère qu'on envoie un véhicule à la fois. Et là, à ce moment-là, ce sont des algorithmes d'optimisation qui vont être mis en œuvre. Et en décembre, il va y avoir une thèse qui se passe ici, qui va être soutenue ici au même endroit, là, le 6 décembre, et dans les travaux de Mohamed Ghedria, qui montre comment est-ce que des petits véhicules peuvent remplacer avantageusement ces gros véhicules. On travaille également notamment sur l'implantation des plateformes dont a parlé Jacques tout à l'heure. Donc ça, ce sont des travaux qui ont été soutenus l'an dernier. Et puis aussi, pas loin de chez nous, il y a quelqu'un qui a proposé cette plateforme dynamique. Donc en fait, c'est un petit entrepôt qui peut se balader un petit peu autour de la ville et puis qui relâche de temps en temps un petit véhicule électrique. C'est le concept BIL qui a été développé par des Niortais. Voilà, et après, la place de la logistique avec Internet physique, par exemple, ça doit être en bas avec la collaboration et un exercice pendulaire pour les personnes. Voilà. Bon, d'autres enjeux, un service de logistique retour, on peut parler de la logistique fluviale qui revient, notamment sur des villes comme Bordeaux. Une logistique plus durable pour les chantiers, parce qu'en termes de masse et en termes de... c'est très important, quoi, les chantiers en ville. On parle beaucoup des livraisons, mais... Et puis l'activité des artisans en ville, parce que là aussi, ils interviennent dans les chantiers. Voilà, globalement, quelques enjeux et la façon dont on peut y répondre. Voilà. Alors, juste pour dire que, effectivement, tous ces enjeux que vous voyez, bon, d'abord, autrefois, mon grand-père, il appelait ça le groupage. Aujourd'hui, on fait du groupage, c'est devenu l'Internet physique. Pour moi, c'est un peu comme les aveugles. Depuis qu'ils sont non-voyants, ça va beaucoup mieux. Vous voyez. Et le problème qui est dans les questions qu'on a posées là sur le thème, c'est que c'est très bien de faire du collaboratif, des échanges de données, mais se pose de plus en plus la question de la cybersécurité. Comment on peut concilier à la fois une explosion du nombre de données qui circulent et en même temps une protection de ces données pour qu'elles restent suffisamment confidentielles, d'abord pour permettre le commerce, et d'autre part pour éviter d'être dévoyées vers des emplois théoriques, de piraterie et autres évolutions. C'est déjà arrivé. Au port d'Anvers, ils avaient des containers dans lesquels la douane avait repéré de la drogue. Eh bien, les pirates ont réussi à bloquer le système
d'informations du port, ont récupéré les 4 containers qui étaient concernés, qui ont été effacés des données. Plus personne n'a jamais entendu parler des containers. Sauf que sûrement, le produit a été revendu dans de bonnes conditions sur les marchés locaux. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà, on a là l'exemple d'un problème, c'est que c'est bien d'aller vers plus d'informations, mais comment on va aussi vers plus de sécurité. Alors, comme disait le général de gendarmerie Vatingoire, il disait, c'est simple, quand vous voyez quelque chose de curieux sur votre ordinateur, vous le débranchez, vous appelez le service de sécurité. Vous voyez un peu, ça ne va pas avancer très vite, en particulier dans les universités d'ailleurs. Bref, on va continuer notre tour d'horizon avec le commandant Courthéou. Alors, commandant, il va falloir faire vite, mais ça, vous êtes habitué. Par contre, vous allez quand même prendre une minute pour expliquer qu'est-ce que c'est un commandant de port, hein, pour que les gens sachent qui ça parle pour eux. Voilà. Vous avez votre présentation. Oui, bonjour. Donc, je suis Pascal Courthéou, je suis le commandant du port du Grand Port Maritime de La Rochelle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un commandant de port? C'est un ancien navigant au commerce ou de la Marine nationale qui a navigué entre 10 et 15 ans donc, sur les navires de commerce ou les navires militaires et qui, après avoir passé un concours d'État, devient officier de port, puis monte dans les différentes hiérarchies pour terminer donc comme commandant de port. Le rôle du commandant de port dans un port de commerce, c'est de réguler, de sécuriser le trafic maritime, donc l'ensemble des mouvements des navires qui arrivent dans la zone de régulation et fluviale du port jusqu'à leur accostage pour la partie arrivée, pour les déhalages de quai à quai également donc assurer la sécurité de ces navires, c'est-à-dire assurer plus particulièrement que ces navires ont toujours suffisamment d'eau sous leur quille pour pouvoir naviguer et ne jamais toucher le fond. De la même façon pour les opérations de départ. C'est aussi être très à l'écoute et vérifier l'ensemble des matières dangereuses qui peuvent transiter sur le port par voie maritime, par voie terrestre et par voie ferroviaire. Donc c'est un rôle de sécurité, c'est un rôle de sûreté, puisqu'on a également à prendre en charge donc, la partie ISPS, donc la sûreté du transport maritime et des ports, des installations portuaires. Donc c'est, je dirais, avant tout un rôle de coordinateur, un rôle de facilitateur, le tout en toute sécurité. Voilà, alors vous avez droit à une réponse sur 2 ou une sur 3 pour montrer qu'est-ce que c'est le transport. Voilà, je vais massifier. Il faut massifier, absolument. Donc, je vais vous présenter très rapidement donc, le transport maritime à travers trois grandes idées, qui est la mer, qui a été toujours le moteur de l'histoire, la mer, moteur de la mondialisation, et puis dire que le transport maritime est impactant, c'est vrai, mais peut-être pas autant que ça. Donc, les travaux d'un pelotologue qui s'appelle Pascal Pic l'ont montré, naviguer pour transporter des marchandises sur l'eau, qu'elles soient douces ou salées, est l'un des tout premiers modes de transport utilisés par les hommes dès les premières civilisations après le nomadisme. Alors, pour se nourrir, le transport maritime a permis aux hommes de vendre et d'acheter des produits alimentaires de base ou complémentaires, de l'amont à l'aval, d'une côte à une autre, et même au-delà des terres visibles. Aujourd'hui encore, une grande partie du transport maritime est affectée au transport des produits alimentaires comme le blé, comme le maïs, ou de produits énergétiques permettant à des pays de se nourrir et de se développer. Et ça, je crois que c'est un point très important qu'il ne faut pas oublier. Donc la mondialisation des échanges est maritime. 90% des marchandises transitent par la mer. C'est important de dire en tonnage, parce que les pourcentages, on peut en faire plein. En valeur, c'est beaucoup moins, mais en tonnage, c'est le cas. Alors, cependant, aujourd'hui, les grands enjeux du transport maritime, ils portent principalement sur les produits énergétiques et sur les produits manufacturés. Les grands ports manutentionnant des produits énergétiques et des conteneurs sont devenus de véritables hubs mondiaux qui dessinent, via les 2 canaux, donc le canal de Suez et de Panama, les principales routes maritimes du monde. Pour exemple, vous voyez sur cette carte qu'entre Shanghai, qui est le premier port à conteneurs au monde, donc il manutentionne plutôt plus de 40 millions d'équivalents 20 pieds par an, et Rotterdam, qui est le premier port à conteneurs d'Europe, qui lui est le 11e mondial pour 13,5
millions de VP par an. Il existe 2 grandes routes maritimes. D'accord, pardon. Là, on voit le monde vu du pôle Nord. Hein. Oui. Voilà. Bon. C'est une projection vue du pôle Nord qui peut être... C'est une vue rare. Hein. Tout à fait, oui. Celle du Nord, donc la route du Nord, elle passe par le canal de Panama. Et c'est 25 400 km pour relier ces 2 ports. Et celle du Sud, qui passe par le canal de Suède, c'est 19 700 km. Alors, le choix entre ces 2 principales routes, elle dépend à la fois des dimensions des navires, du différentiel de distance à parcourir, mais aussi des coûts de passage et d'attente de ces canaux. Et enfin, chose importante, du niveau de sécurité de la traversée. Choisir la route de Suez permet un trajet plus court, bien sûr, avec un navire plus gros, mais un tarif élevé et un niveau de sécurité qui est parfois détérioré. En effet, la situation politico-militaire en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb représente un danger important, plus particulièrement en raison de la piraterie. On a tous entendu parler ces dernières années. De la même façon, une détérioration du niveau de sécurité de l'Égypte peut faire exploser immédiatement le coût des assurances maritimes et détourner le trafic vers une route plus sûre. Alors, quelle est éventuellement cette route plus sûre? C'est une route maritime alternative qui pourrait être dans l'avenir la RMN ou la route maritime nord, également appelée le passage nord-est. On le voit dessiné sur cette carte en rouge. Donc, en passant par le détroit de Bering, en longeant le cercle polaire arctique, puis enfin les côtes d'Europe du Nord, il n'y a plus que 15 100 km à parcourir pour rejoindre Shanghai à Rotterdam sans taxe de passage. Vous voyez que l'enjeu est quand même assez considérable. Aujourd'hui, le trafic de marchandises de la RMN ne représente qu'environ 10,7 millions de tonnes, soit un peu plus que le trafic du port de La Rochelle. En effet, cette nouvelle route, ouverte du fait du changement climatique, est très attractive pour la Russie, car elle est évidemment stratégique, mais également pour la Chine pour améliorer la rentabilité de ses exportations pour une durée de voyage qui est bien plus courte. De ce fait, la trace CO2 par tonne au kilomètre en serait encore bien évidemment diminuée. Alors, si vous permettez, juste, il faut quand même remarquer que cette route-là, pendant tout l'hiver allant d'octobre à juin, il faut passer dans 1 mètre et quelques de glace. Oui. Donc évidemment, ça va moins vite et il faut des bateaux qui soient capables de le faire pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'on a un tonnage aujourd'hui qui est assez faible en la matière. Oui, c'est une route qui est fermée 9 mois de l'année. Les fonds sont assez mal connus. Et donc c'est une route qui est encore difficile à emprunter, mais qui pourrait, dans l'avenir, être une solution en effet alternative. Voilà, vous commandez aujourd'hui un produit et vous le recevez fin juin. C'est pas mal. Non, ça n'a pas l'air de vous plaire. Bon, dommage. Il faut prendre la route de la soie. Donc la mondialisation du commerce avec l'éloignement de plus en plus grand entre les centres de fabrication et les centres de consommation a largement contribué à l'augmentation du trafic maritime. Mais cette tendance, elle a littéralement explosé dans les années 80 avec la création de moteurs de propulsion diesel d'autant, permettant de générer des puissances très importantes, proches des 100 000 chevaux, ou pour donner un ordre d'idée, 74 000 kW, avec des consommations bien moindres par rapport aux anciennes turbines à vapeur. Si vous permettez, ce que vous voyez là, c'est un moteur. Et vous voyez là, vous avez un petit coréen, ici. On voit bien l'échelle, oui. L'échelle humaine par rapport au moteur, vous voyez. Donc quand on compare ça avec une trottinette électrique, évidemment, parce que la base du moteur est là, et la tête du moteur est là-haut, vous voyez. C'est gros comme à peu près 5 étages. Ce moteur ne rentre pas dans la salle. 1 minute, il reste. Donc évidemment, les progrès en termes de puissance et de diminution de consommation ont été extraordinaires. Il faut savoir que les anciens pétroliers, les méga pétroliers français de 550 000 tonnes qui faisaient 65 000 chevaux consommaient à l'époque donc 350 tonnes de fuel lourd, de fuel très lourd par jour, alors que les derniers porte-conteneurs de CMA-CGM, eux, consomment que 160 tonnes de fuel, je dirais, assez lourd.
Comme 90% des marchandises échangées dans le monde transitant par la mer, il est vraiment impératif que ce transport maritime soit le moins polluant possible. Alors comment faire? Eh bien, le transport maritime de marchandises, certes, il est polluant du fait de sa capacité d'emport, mais de loin le moins impactant pour la planète par rapport aux autres modes de transport. Je prends quelques exemples. Il utilise environ 10 grammes de CO2 pour transporter une tonne de marchandises sur 1 km, le transport maritime, alors qu'il en faut 18 pour le rail, 47 pour la route, et pour le transport, pour le fret aérien, 560 grammes. Vous voyez que l'écart est véritablement considérable. De plus, il y a de nouvelles réglementations encore plus contraignantes qui entrent en vigueur et qui obligent les armateurs à brûler des combustibles à basse teneur en soufre, jusqu'à 0,1% en masse, à laver leur gaz d'échappement pour dissoudre les rejets de SO2 avec les fameux scrubbers, ce qui fait que les coûts de ces nouvelles normes sont tellement onéreuses et leur mise en application tellement complexe, les scrubbers sont vraiment d'une grande complexité pour les marins à bord, que beaucoup d'armateurs optent directement pour le GNL comme combustible en mer et au branchement électrique à quai comme mode d'alimentation à terre. Même certains réfléchissent à revenir à la propulsion à voile. Des sociétés comme Neoline envisagent donc la construction de trois rouliers qui feraient une route entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Merci beaucoup. Juste alors pour remarquer deux choses. D'abord, on vient de parler des bateaux à voile. Vous savez que en matière de bateaux de paquebots à voile, le ponant existe depuis longtemps. Il est totalement à voile, n'empêche que quand il navigue avec des passagers à bord, il a seulement 20% de son temps qui est fait à la voile. Donc c'est pour dire que quand on voit maintenant qu'on nous parle de cargo à voile, c'est pas demain que les cargos à voile, à mon avis, vont vraiment soulager la chose. La deuxième chose, vous l'avez dit, monsieur, c'est les problèmes du fuel. On dit du fuel lourd, mais pourquoi il est lourd? Il est lourd parce que c'est le fond de la cuve du vapocracker qui est aujourd'hui cramé par les bateaux. Et ce fuel lourd, demain, on va l'éliminer pour prendre du gaz naturel, pour prendre éventuellement du gasoil d'ailleurs, mais ce fuel lourd, qu'est-ce qu'on va en faire? Ce sont des millions de tonnes de produits dont il va falloir faire quelque chose. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Vous voyez, ça fait aussi partie du mix énergétique, de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce fuel lourd, parce que si c'est seulement pour le cramer en l'air, on n'aura pas franchement gagné par rapport à ce qu'on fait avec les bateaux. Un dernier point par rapport à ce que vous avez dit pour l'avion, c'est vrai que tout dépend comment on compte. Vous savez, le carbone et les particules. Si je compte le carbone dépensé par 1 kilo de marchandises comparé à 1 kilo de passagers, je suis dans les chiffres que vous donnez. Mais si je considère que le passager, de toute façon, il prend l'avion, et qu'aujourd'hui, un gros porteur comme un 777 ou un A380, ça porte 40 tonnes de fret, pour une quantité de carburant dépensé qui est beaucoup moindre, eh bien, je vais vous dire, moi, j'ai prouvé au ministère du Développement durable que les haricots du Kenya, ils étaient moins carbonés que les haricots de Bretagne. Alors, je me fais tuer par les Bretons, bien entendu. Pourquoi? Parce que... voilà. Donc, tout ça pour dire que tous ces éléments sont à prendre en compte et sont à regarder en fonction à la fois des points qui sont positifs, mais de ce qu'il va falloir faire du passé. Et donc, on va terminer en laissant la parole à Thierry Autier, qui est à la fois le président du port, qui est à la fois le président de la Chambre de commerce, et qui en même temps est transporteur routier, et qui va donc vous parler de l'avantage de faire du transport routier aujourd'hui. J'étais invité à une table ronde qui s'appelait « Comment favoriser les territoires, le déploiement du transport plus propre, plus partagé, plus connecté ». Donc je vais être très carré sur ce qui a été donné, sur la commande. Plus propre. Il faut déjà préciser que la route a progressé depuis les 20 dernières années. La pollution a été réduite par 50, que ce soit pour les NOx, pour le CO2. Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de modes aussi vertueux, que ce soit la mer, l'aérien ou autre. Donc c'est un gros effort qui a été fait par l'ensemble de la filière, soit les transporteurs eux-mêmes, mais également les constructeurs, bien entendu. Pour être plus propre, bien entendu, je ne peux pas ne pas parler du gaz. D'ailleurs, je vois un de mes futurs fournisseurs dans la salle, avec la société Picotti, qui va ouvrir une station gaz à La Rochelle d'ici 9 mois à peu près. Et on l'attend avec impatience pour pouvoir investir dans nos véhicules pour rouler plus propre. Et bien entendu, j'espère qu'il y aura également du bio-GNV, puisque l'objectif, c'est d'avoir du bio pour ne pas dégager de méthane, pour ne pas envoyer de gaz à effet de serre, parce que le méthane est encore plus nocif que le CO2.
Également, moi, je pense qu'il faudrait changer dans nos habitudes de consommation. Alors, vous êtes tous concernés, parce que le transport transporte beaucoup de volume et ne transporte pas de poids. On pourrait réduire par 3 ou 4 le nombre de camions sur les routes si on arrêtait de transporter des gros blisters pour des petites clés USB, etc. Donc, je crois qu'il y a toute une réforme de la consommation à faire tous dans notre coin. Alors, ce n'est pas que pour notre territoire, c'est le transport en général, mais je crois que c'est important de le prendre en compte. Et on dit toujours que le transport est un mal nécessaire, et tout ça, mais parce que justement, on a besoin du transport pour livrer tout ce qu'on a tous dans les mains, les stylos, les iPhones, les montres et tout ça, ça a été forcément à un moment donné transporté par la route pour être livré de façon massifiée sur les plateformes et ensuite de façon unitaire pour livrer les commerces de détail. Le transport propre à 100% pour moi est une utopie. Mais viser le zéro carbone, on l'a vu tout à l'heure à travers Atlantec et La Rochelle zéro carbone en 2020, ça peut être fait en compensant le carbone qui est dégagé par nos véhicules. C'est l'objectif que je me fixe moi au niveau de mon entreprise. Bon, on a déjà réduit forcément, rajeuni la flotte pour avoir des véhicules en norme Euro 5 et norme Euro 6. On ne peut pas aller plus vite que la musique parce que ce sont des gros investissements et il faut pouvoir les rentabiliser. Mais avec les Euro 5, Euro 6, on est déjà nettement en avance pour éviter la pollution. On parlait de transport plus partagé. Alors là, c'est le rôle des logisticiens d'optimiser le transport en regroupant par destination. Ça m'a fait sourire quand j'ai vu votre diaporama tout à l'heure. On n'a pas besoin des chercheurs ni des conseils pour dire qu'il faut optimiser. Ça se fait déjà par les logisticiens. Et quand vous disiez qu'il faudrait que les utilisateurs travaillent plus avec les chercheurs et les conseils, je pense que l'inverse est également vrai. Et allez voir ce qui se passe dans les entreprises. J'avais essayé à une époque, mais ça n'a pas pu marcher parce qu'il faut aussi que ce soit la volonté de tout le monde. On dit qu'il faut optimiser pour livrer les commerçants, mais si on ne livrait pas les commerçants et qu'on garde toute la marchandise dans les plateformes, les clients vont dans les commerces, choisissent leurs marchandises et elle est livrée chez eux le temps qu'ils rentrent. Le commerçant donne la commande et on le livre chez le client. Ça éviterait les voitures dans les villes parce qu'on peut y aller les bras beaucoup plus libres, etc. Le seul point d'achoppement, c'est qui va payer le service, parce que le service a forcément un coût puisqu'il y a des hommes derrière. Et puis également, je voudrais profiter également, mais par contre, on peut livrer également dans des consignes. Ça se fait de plus en plus maintenant. Livrer dans des consignes dans les cœurs de village, et ça serait quelque chose à accentuer. Les circuits courts, mais tu en as parlé un petit peu, les circuits courts ne sont pas forcément les moins polluants ou les plus propres. Car une multitude de VL, des producteurs qui vont livrer leurs marchandises, polluent beaucoup plus qu'un poids lourd, vous me faites aller trop vite, c'est pour ça, qui transporte 30 fois de plus à la fois. En réalité, si on fait la comparaison, un VL qui va faire 8 litres au 100, un poids lourd qui transporte à peu près 30 tonnes va faire 33 litres au 100, ben, ramené aux 100 km, à la tonne transportée pour 100 km, on va avoir 2,6 kg, on va voir s'il y a 2,6 kg par litre de gasoil qui est rejeté, il va y avoir 20,8 kg pour le VL contre 2,86 kg pour le poids lourd, soit 7,3 fois moins. Et alors, si ceux qui ont retenu l'exposé précédent ont été attentifs à ce qui a été dit, je tiens à rectifier ce qui a été dit par notre commandant du port, puisque les 2,86 kg par poids lourd, ça fait que 28 grammes et non pas 57 grammes, comme vous avez bien voulu l'expliquer. Vous êtes resté sur les camions Euro 1 ou Euro 2, qui faisaient du 50 litres, on est passé à 33 litres. Merci. Et enfin, le transport plus connecté. Bien sûr, on a tous l'informatique embarquée dans nos véhicules qui permet d'optimiser les tournées. Et quand on optimise la tournée, on fait moins de kilomètres, donc on est beaucoup plus propre. Et qui permet également de tenir compte des conditions de circulation pour éventuellement se déplacer. Il y a également de nouveaux outils dans nos camions qui sont... la plupart des camions sont comme nos voitures maintenant avec des boîtes automatiques et des régulateurs de vitesse. Et maintenant, les régulateurs de vitesse sont connectés au GPS pour optimiser, c'est-à-dire qu'avant d'arriver dans une côte, l'accélération va s'arrêter pour que le camion continue sur sa lancée, pour redescendre, pour consommer beaucoup moins. Donc c'est ça le côté connecté, l'évolution technologique est très importante et on est dans des écoles d'ingénieurs. N'hésitez pas à continuer à innover dans ce sens-là, c'est très très important. Mais par contre, être trop connecté, à mon avis, ça peut devenir aussi une utopie et une mode surtout. Parce que parfois, on va inventer des solutions qui ne sont pas des vraies.
La minute ne sera pas dépassée largement, et j'en refais que 6. Puisqu'il est vraiment important de savoir que le colis va arriver à la minute près. Quand on a la plage horaire de livraison, ça suffit largement. Et on n'est pas tous derrière nos ordinateurs à regarder où est mon colis et à quelle heure il arrive. Voilà. Merci de votre attention, et moins de 6 minutes. Bravo. Je voulais juste rajouter, j'ai reçu, excusez-moi, j'ai reçu un document dernièrement qui parle de camions autonomes qui va aller plus vite que la voiture autonome. Et quand on parle du camion électrique, Tesla qui veut faire un camion électrique avec 800 km d'autonomie, certes, c'est un beau projet, pourvu que ça puisse se faire, tant mieux pour lui, mais j'attends de savoir le poids des batteries qu'il y aura dedans et savoir la charge utile qui va être transportée. François, vous nous avez dit, présenté il y a plusieurs années des camions qui étaient à la fois électriques. Oui, c'est des camions Siemens. Oui. Mais ça nécessite d'équiper les autoroutes avec des caténaires. Voilà. Alors c'est vrai que, bon, là on n'a pas le temps aujourd'hui, mais pendant la pause, on parlera des camions autonomes. Et vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous poser une question. Comment on fait pour stopper complètement et donc annihiler l'activité d'un véhicule totalement autonome de manière simple? Je vous laisse réfléchir à ça. Comment vous pourriez faire? Par exemple, vous voyez le camion de votre concurrent, ben, vous voulez le stopper pour qu'il n'avance plus. Comment vous faites quand vous êtes avec un camion autonome? Oui.